Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur le budget d'une de mes abonnées. C'est une série que je fais depuis un petit moment maintenant dans laquelle on a vu défiler plein de budgets différents et peut-être que en regardant dans cette série vous pourrez retrouver des budgets qui ressemblent aux vôtres. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer votre budget détaillé. Je vous mettrai les informations en barre d'infos justement si jamais vous avez envie de m'envoyer votre budget en prenant en compte bien évidemment qu'il y a énormément de personnes qui m'envoient leur budget et que je ne peux pas du tout faire celui de tout le monde et des fois je vais essayer de choisir des budgets selon une situation qui pourra parler à pas mal de monde aussi. Aurore m'a envoyé son budget, donc elle a 37 ans, elle est en couple, elle a 2 enfants et un chat. Dans son mail elle me disait que finalement ils étaient un petit peu le cliché de la famille classique qu'on va attendre avec des revenus de la classe moyenne, avec un mode de vie qui pourrait correspondre à celui de la classe moyenne, etc. Ce qui est marrant c'est que c'est un des types de budgets que je reçois le moins souvent. Les budgets que je vais les plus recevoir finalement c'est des personnes avec des petits revenus qui parfois réussissent à économiser beaucoup sur ces petits revenus ou qui parfois ne peuvent pas spécialement économiser, mais c'est assez rare finalement que je reçoive des budgets de personnes avec enfants et notamment avec des revenus de classe moyenne. Donc dans le cas de ce dont je parle sur ma chaîne, c'est finalement pas ce que je reçois le plus souvent. Ce qui est vraiment intéressant dans le budget d'Aurore, c'est qu'aujourd'hui finalement on se rend compte qu'elle met plein de choses en place, qu'elle arrive à bien économiser, qu'ils ont une situation qui est quand même pas mal du tout. Mais en fait il y a quelques années elle était vraiment très dépensière. Elle a grandi finalement dans un modèle où ses parents étaient plutôt dépensiers. Elle avait l'habitude de faire des achats un petit peu compulsifs aussi pour comme pour remplir quelque chose quand on se sent pas bien et qu'on a besoin d'acheter pour se sentir mieux. Et en fait dans ces cas-là on ne consomme pas vraiment pour se faire plaisir mais on consomme pour compenser. Il y a 5 ou 6 ans, elle a eu un vrai déclic, elle venait de faire une vraie overdose de shopping, comme elle me l'a dit dans son mail, où elle avait dépensé plus de 400 € pour des vêtements, de la décoration, etc. Sachant qu'on va parler de ses revenus après, même si elle a des revenus qui restent relativement confortables, 400 € c'est beaucoup dans son budget, et on voit qu'aujourd'hui elle fait plus du tout de choses comme ça. Aurore a un revenu mensuel net après prélèvement à la source de 2050 € par mois qui va être complété avec 142 € de la part de la CAF. Ça lui fait donc un total de 2192 €. On est donc au-dessus du revenu médian qui est aux alentours de 1800-1900 €, mais on est en dessous du revenu moyen. On sait globalement que le revenu médian est plus fiable pour estimer, pour avoir une idée des revenus de la population, puisque le revenu moyen, forcément, il va être gonflé si par exemple il y a des gens qui gagnent, je sais pas, 500 000 € par mois, ils vont énormément gonfler le total et compenser énormément de personnes qui gagneront 1500 par exemple. Donc c'est vrai que le médian est plus fiable et on voit souvent que le salaire médian est plus faible que le salaire moyen dans les pays. Après, pour voir où on se situe en termes de budget, il faut aussi prendre en compte la composition familiale et souvent ce que les graphiques ne donnent pas, par exemple quand on veut regarder à partir de quel revenu on est dans quelle classe, etc. Ça va pas compter tous les avantages en nature qu'on peut avoir ou les désavantages qu'on peut avoir aussi. Donc les statistiques c'est bien pour se repérer, pour avoir une idée, mais ça ne fait pas tout non plus. Avec son conjoint, ils font compte à part pour tout ce qui est épargne et compte perso, mais ils ont un compte commun pour tout ce qui est pour payer les mensualités du crédit, pour payer les taxes, pour payer les charges fixes, etc. Et du coup ça représente 1064 € par mois qui partent sur ce compte commun à eux deux, donc 532 € chacun. Cette manière de faire, c'est plus ou moins celle que l'on fait aussi avec mon conjoint. C'est quelque chose que l'on me demande très souvent. Il n'y a pas forcément de méthode parfaite. Le tout c'est de trouver quelque chose qui ne va léser personne. Par exemple, le fait de faire du 50-50 sur le compte commun, c'est pas forcément équitable. Quand l'un des deux gagne plus que l'autre, on en parlera un petit peu après dans la vidéo, mais son conjoint gagne un petit peu plus. Mais dans leur cas, son conjoint va payer d'autres choses du quotidien, notamment certaines courses, etc. dont on parlera. Mais en tout cas, il y a un podcast qui est vraiment très intéressant sur l'argent qui s'appelle Rends l'argent. N'hésitez pas à l'écouter, notamment si vous êtes une femme, je le trouve vraiment très intéressant. Et c'est vrai que c'est bien de trouver une situation qui ne lèse personne, puisque l'organisation du budget dans un couple, c'est toujours assez compliqué et c'est compliqué de trouver quelque chose qui soit parfaitement juste, notamment quand on a des revenus très différents, on peut avoir des niveaux de vie différents au moment où on se rencontre, etc. Donc c'est bien de trouver un moyen qui fera que personne ne sera lésé en cas de rupture, notamment quand on est sur des relations sur du long terme. Et le but c'est vraiment pas de se retrouver au bout de 20 ans avec l'un des deux qui s'est énormément enrichi et l'autre qui a énormément donné de son temps par exemple, mais qui n'a pas forcément pu mettre d'argent dans les biens immobiliers, etc. et qui repart avec rien du tout. Donc c'est vraiment important de faire attention à ça. Je dis pas que c'est le cas d'Aurore, je trouve que leur budget est très bien organisé et que justement leur manière de gérer l'argent les protège bien tous les deux en cas de problème. Bien évidemment on ne souhaite jamais qu'il y ait un problème, mais justement pour éviter que l'argent soit un problème en plus si un jour il y avait une séparation, un décès ou quoi que ce soit, c'est bien d'anticiper les choses pour justement s'alléger de cette question-là.
Comme d'habitude, je vais m'aider de mon fidèle carnet pour la suite. Vous savez que j'adore faire mes vidéos sur mon carnet. Et évidemment, quand il y a autant de montants, j'arrive pas à les retenir de tête. Donc il va y avoir sa mutuelle qui lui coûte 43 € par mois. Il va y avoir son abonnement téléphonique qui coûte 5 € par mois. Ça, c'est vraiment bien joué. C'est vrai que les abonnements téléphoniques, tout ce qui est box internet, etc., c'est des budgets sur lesquels on peut énormément jouer. Ça veut pas dire qu'on peut forcément réussir à avoir le meilleur prix. Ça dépend de sa connexion, ça dépend de ses besoins aussi. Mais quand on peut réduire sur ces montants-là, finalement, ça peut faire de grosses différences. C'est vraiment un budget sur lequel il y a des disparités énormes. Je vois passer, moi, dans les budgets que je reçois, des budgets téléphoniques à 50 €, des budgets à 5 €, des gens qui ont l'abonnement à 2 €, enfin on peut trouver voilà plein de budgets différents et c'est vrai que mis bout à bout sur l'année ça peut faire vraiment beaucoup, notamment aussi quand on a des enfants qui commencent à avoir des portables, qu'il faut payer des abonnements pour les enfants aussi. Tout de suite si on a des abonnements à 25 € par personne, c'est pas pareil que des abonnements à 5 ou 10 € par personne. Ensuite elle va avoir 6 € de frais bancaires par mois. Les frais bancaires, on peut réussir à passer sur des banques en ligne et ne pas en payer du tout. Après, des fois, on peut être obligé d'être rattaché à une banque. Mais des fois, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'on peut aussi, quand on a un crédit chez une banque, par exemple, notamment un crédit immobilier, on n'est pas forcément obligé d'avoir la carte bancaire payante. On peut garder ce compte sur lequel arrive notre salaire, sur lequel part notre crédit, mais on peut ensuite avoir un autre compte sur lequel on a une carte bleue gratuite et réussir à ne pas payer de frais bancaires. Après, forcément, des fois, ça va nécessiter un peu plus de charge mentale. Des fois, on peut avoir aussi une très bonne relation avec son conseiller et être très bien accompagné. Il peut y avoir des banques où finalement, là, c'est pas leur cas, mais quand on se retrouve souvent à découvert, les banques gratuites, parfois, ça peut être pire que les banques payantes. Donc, c'est toujours à calculer, il n'y a pas de solution parfaite. Mais c'est vrai qu'il y a des fois la possibilité de payer 0 € de frais bancaires. Et mine de rien, face à des frais bancaires à 6 € sur l'année, ça fait 72 € d'économiser. C'est pas forcément négligeable. Ensuite, elle le compte dans ses dépenses, mais tous les mois, elle envoie 45 € vers son PEL, plan épargne logement. C'est quelque chose que j'ai ouvert cette année aussi, je vous en avais parlé dans une vidéo. J'en vois pas beaucoup d'argent dessus, enfin j'en vois vraiment le minimum aussi, j'en vois 45 € par mois. Tout simplement parce que pour l'instant les intérêts du PEL sont moins intéressants que ceux du livret A, ce qui est un comble quand même, mais c'est vrai qu'actuellement le taux du livret A est élevé. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais si vous avez les conditions pour accéder au livret d'épargne populaire, vous pouvez mettre jusqu'à 7600, 7700 € dessus et il y a vraiment un taux d'intérêt hyper intéressant, donc n'hésitez pas à voir si vous êtes éligible. Je sais qu'il y a énormément de mes abonnés qui ont ouvert ce livret d'épargne et mine de rien ça vous fait, s'il est plein, des centaines d'euros à la fin de chaque année, qui pour le coup sont même un petit peu au-dessus de l'inflation, enfin ça dépend mais ça reste vraiment intéressant. Dans mon cas, pourquoi j'ai ouvert un PEL, c'était parce que le taux avait augmenté, même s'il n'était pas super intéressant. Je me suis dit que vu qu'un PEL on maintient le taux dans le temps, supposons que dans quelques années le taux du livret A etc redescende, dans ce cas là je placerai mon argent sur le PEL. C'est ce que je me suis dit, c'est le deuxième plan épargne logement que j'ouvre, j'en avais ouvert un quand j'avais 18 ans, que j'ai cassé au moment où j'ai acheté mon premier logement et mine de rien sur les 5 ans j'avais quand même généré à peu près 3000 € d'intérêt cumulé, donc c'était pas rien d'avoir 3000 € comme ça qui pouvaient m'aider, même si encore une fois ça ne compensait pas forcément l'inflation, mais au moins c'était toujours ça de pas perdu en fait. Je ne vois pas de budget pour une box internet, donc peut-être qu'ils n'en ont pas, ou peut-être que c'est son conjoint qui le paye aussi, puisque là ils ont des dépenses, chacun paye un petit peu certaines dépenses. C'est pareil, je vois pas de frais par rapport au chat, sachant que généralement à partir du moment où on a un animal de compagnie, il y a forcément des frais qui viennent s'insérer à l'année, que ce soit les frais prévisibles comme je sais pas une visite annuelle chez le véto ou biannuelle, je sais pas, j'ai pas de chat, mais en tout cas j'imagine qu'on va à une certaine fréquence chez le vétérinaire, plus les visites exceptionnelles et on sait qu'il y en a avec les animaux, notamment avec l'âge. Donc peut-être aussi que c'est réglé par son conjoint, puisque elle, il va y avoir des choses qu'elle va payer par rapport aux enfants que son conjoint ne paye pas forcément, et son conjoint a un peu plus de revenus, donc ça peut être plus juste que sur certaines dépenses ce soit lui qui en paye plus. Mais donc ça je sais pas, ou alors ça peut être oublié aussi dans le budget. Là vu que j'ai que sa part je ne peux pas dire, mais lorsqu'on a le budget global c'est bien d'avoir un budget pour les imprévus, notamment quand on a des animaux, une voiture, quand on est propriétaire de son logement, mais même de garder voilà une épargne si jamais on a un déménagement soudain ou ce genre de choses. C'est important parce qu'on peut toujours avoir des choses comme ça et c'est vrai que quand on a, plus on a finalement de personnes qui vivent sous notre toit, d'animaux, plus on a de possessions, plus on a des risques qu'il y ait des imprévus. Son budget essence pour la voiture est de 50 €, donc c'est très raisonnable. Le budget course, là ils ont une organisation finalement, elle va payer 200 € par mois pour un plein de courses et son conjoint lui fait des courses toutes les semaines pour 130 €. Donc c'est là par exemple où son conjoint paye un petit peu plus qu'elle sur ce poste là.
et après vous verrez qu'elle paye plus sur d'autres postes plus tard. Au niveau du budget, on est donc sur 720 € pour 4 personnes pour l'alimentation plus un chat. C'est pas évident de dire si c'est beaucoup ou pas, ça dépend totalement de nos besoins. Est-ce que ça peut être réduit? Généralement oui, on peut aller en dessous. Après, est-ce que c'est nécessaire? Pas forcément, notamment dans leur cas où ils ont de l'épargne, ils arrivent à épargner tous les mois. Il n'y a pas de raison en fait de réduire ce budget si on n'en a pas besoin. Mais c'est vrai que si jamais ils avaient un objectif précis, un objectif d'épargne, un objectif, je sais pas, d'achat immobilier où il leur faut plus d'argent à un moment, ce budget pourrait potentiellement être réduit. Après, ça dépend si par exemple il y a un enfant qui est allergique à certains produits, si on a des besoins particuliers, si on n'aime pas certains produits, enfin voilà, ça dépend totalement de l'alimentation qu'on a. Pareil, si on fait du sport et qu'on mange plus, si on a un besoin en protéines qui est élevé par rapport à une pratique sportive, à une pathologie, enfin il y a plein de choses qui peuvent jouer sur le budget alimentaire. Mais voilà, en tout cas, on est à 720 € par mois pour 4 personnes. Sachant que pour les enfants, il y a pas mal de repas du midi qui sont pas comptés dedans. On en parlera un petit peu après. Ensuite, elle va payer donc pour le dentifrice des enfants et les frais en pharmacie. Il y en a pour à peu près 15 € tous les 3 mois. Donc ça lui fait une moyenne à 5 € par mois. Elle fait également des restos avec ses copines qui reviennent en moyenne à 30 € par mois. Donc c'est pareil, c'est variable, mais là c'est lissé par mois pour voir ce que ça fait. C'est super bien, je trouve, de garder un budget loisir, même quand on a des enfants, et un budget en fait qu'on va pas forcément partager avec ses enfants, ou même pas forcément en couple, mais un budget pour nous, pour avoir une vie sociale, pour voir d'autres gens. Je trouve que c'est super important et c'est vraiment bien de le garder, notamment dans un budget comme ça où finalement c'est très bien géré et vous allez voir qu'il y a une grosse part d'épargne à la fin. Au niveau de l'habillement, elle achète pas énormément de choses pour elle, donc elle en a pour 10 € par mois. Donc clairement, elle a fait un énorme effort par rapport à avant où elle était plus tentée par le shopping, etc. Donc c'est vraiment bien de voir ça. Et pour ses enfants, elle va payer 30 € par mois en moyenne pour les vêtements. Donc ça, c'est comme pour tout. Des fois, il peut y avoir des mois, j'imagine, où on dépense 100 € d'un coup. Des fois, on dépense rien pendant 3 mois. Mais c'est important d'avoir une idée quand même, plutôt que de ne pas compter le budget vêtements, par exemple, et de se retrouver au moment où il faut les payer, à pas savoir d'où le sortir finalement cet argent. Son fils va chez le coiffeur et ça revient à 15 € tous les 3 mois, ce qui fait une moyenne de 5 € par mois. Et dans son cas, elle fait des colorations végétales elle-même, elle en fait une tous les 3 mois et ça revient à 52 €, ce qui fait une moyenne de 17 € par mois, enfin 17 € et 33 centimes, quelque chose comme ça. En produits de beauté, elle va en avoir en moyenne pour 20 € par mois, ça va être tout ce qui est huile végétale, les soins, etc. Je trouve que c'est un budget tout à fait convenable et c'est bien d'avoir un budget sur lequel on se fait plaisir aussi. Au niveau des cadeaux pour les anniversaires des copains, etc., elle me précise que ses enfants ont une vie sociale assez active, que c'est super pour eux mais que ça coûte quand même cher en cadeaux. Donc ils en ont quand même pour 360 € par an, ce qui fait 30 € par mois en moyenne. Au niveau des frais pour la voiture, elle ne se rappelait pas exactement à combien ça revenait puisqu'elle fait la vidange, le contrôle technique, etc. Quand il faut le faire. J'ai cherché sur internet et j'ai trouvé qu'en moyenne c'était 125 € par an, mais du coup je ne sais pas exactement si c'est plus que ça, moins que ça. J'ai pas de voiture donc je peux pas comparer avec mon propre budget sur le sujet. Du coup j'ai mis 125 € sur le papier, peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins. Dans tous les cas ça fera potentiellement une petite variabilité sur le résultat final du budget, mais c'était pour avoir une idée. En déco, elle craque encore de temps en temps, du coup elle a encore un petit budget de 10 € par mois, mais c'est très raisonnable, surtout quand on compare aux centaines d'euros qu'il pouvait y avoir avant en une seule sortie shopping. Donc je trouve que c'est bien en fait de pouvoir garder, on n'est pas obligé de faire tout ou rien, de passer de surconsommation à zéro consommation. C'est quelque chose dont je parle dans mon podcast d'ailleurs, puisque oui, j'ai sorti un podcast, c'est Mûres et Noisettes également, vous pouvez le retrouver sur Spotify, il va arriver petit à petit sur les autres plateformes, je sais pas encore où il est mis. Les podcasts c'est pas comme la chaîne YouTube où on poste dessus, on sait où c'est posté. J'ai demandé à ce que ce soit mis sur toutes les plateformes, après ça arrivera petit à petit. Mais en tout cas j'ai fait un épisode sur le fait de surconsommer. Est-ce que lorsqu'on arrête de surconsommer, ça veut dire qu'on profite plus du tout de la vie? Et dedans justement je parlais un petit peu de tous ces points là. Donc si jamais ça vous intéresse d'aller écouter ça après cette vidéo, ou quand vous allez marcher, ou quand vous allez, je sais pas, faire vos tâches ménagères, etc. N'hésitez pas à écouter mon épisode de podcast, c'est mon tout premier et je pense en refaire très bientôt. Donc voilà, je me disais que c'était le bon moment pour vous l'annoncer aussi dans cette vidéo. Il y a ensuite un budget nounou juste pour le mercredi qui va durer jusqu'à cet été et après il va s'arrêter, donc là ça va s'arrêter très prochainement, qui est de 30 € par mois. Au niveau des frais de garderie, cantine, etc., ils n'en ont pas puisque les parents d'Aurore vont récupérer les enfants le midi pour leur faire
pour leur faire à manger, etc. Ils vont les garder. Donc ça, c'est par exemple ce dont je vous parlais en début de vidéo. Ça fait partie des privilèges, on va dire, en nature qu'on peut avoir quand on a des proches qui peuvent nous aider. C'est une grande richesse d'avoir un cercle social sur lequel on peut compter les uns sur les autres, etc. puisque ça permet de grosses économies au final. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pas forcément trouver chiffré dès qu'on voit les revenus, dès qu'on voit les statistiques, etc. Et pourtant, ça peut faire une grosse différence sur le budget à la fin du mois. Donc Aurore est totalement consciente de ça et totalement reconnaissante que ses parents puissent s'occuper des enfants comme ça. Et pour le confort des enfants, c'est sympa aussi d'être gardé par les grands-parents. Ensuite, en budget loisirs avec les enfants, il y en a pour 50 € par mois. Ça va être le fait de commander une pizza, ça va être le fait d'aller dans un parc de jeux, etc. D'aller au cinéma, enfin voilà, tout ça, ça va rentrer dans ce budget-là. C'est bien qu'il y ait un budget dédié à ça aussi quand on en a les moyens, bien évidemment, sinon on fait juste du mieux qu'on peut. Mais c'est très chouette de pouvoir, même dans un budget qui est géré de manière assez serrée finalement, maintenir ce genre de dépenses. Et enfin, en charges et assurances diverses qu'elle va payer de son compte perso, il y en a pour 80 € par mois. J'imagine que ça doit couvrir l'assurance de la voiture peut-être, et pour le reste je ne sais pas exactement, mais en tout cas c'était compris dans ce budget-là. Ensuite, en budget vacances, la famille va en avoir pour 1500 € par an. Ils vont par exemple partir et prendre un Airbnb à 3 heures de chez eux. Ils vont faire aussi du camping après le 15 août, généralement parce que c'est moins cher. Ils ont également la possibilité de partir en vacances avec les parents d'Aurore, pendant lesquels ils vont pas payer la location du logement puisque les parents louent un logement pendant 15 jours et invitent tour à tour Aurore puis ensuite son frère. Donc c'est vraiment intéressant pour avoir des vacances à prix réduit, même si après bien évidemment il y a les activités, etc. qu'il faut payer. Par rapport au budget vacances, ça peut être soit Aurore soit son conjoint qui paye, c'est pas forcément défini, ils sont pas à l'euro près sur ça. Donc là je l'ai compté dans le budget comme si c'était coupé en deux et chacun un équivalent de mensualité par mois qui reviendrait à 62,50, mais dans le concret ça dépend, ça peut être l'un ou l'autre, donc c'est un budget qui est variable. Les vacances finalement ça va être un budget qui est désépargné d'un coup, donc on pourrait ne pas le compter dans le budget et uniquement le désépargner, mais vu que finalement c'est quelque chose qui revient chaque année et qu'on va redépenser chaque année, je trouve que c'est bien de le compter dans le budget. Après pour les deux autres postes de dépenses de désépargne dont je vais vous parler maintenant, je les ai pas mis dans le budget parce que c'est un peu différent, on peut pas forcément considérer qu'ils vont arriver chaque mois. Il va y avoir en premier le fait qu'ils ont fait de gros travaux cette année et qu'ils en ont eu pour 7700 €. Donc là par exemple Aurore a désépargné pour ça, mais parfois ça va être son conjoint qui va désépargner aussi dès qu'il y a des travaux. Enfin en fait sur l'argent, c'est dès qu'il y en a un qui a de l'argent, il va aider l'autre. Par exemple à un moment il lui fallait une voiture pour 7000 €, son conjoint l'a aidé, etc. Donc ils vont s'aider mutuellement et pas forcément faire des comptes d'apothicaire. Donc c'est une manière de faire aussi, il faut juste toujours veiller à ce que personne ne soit lésé, mais ça n'a pas l'air d'être le cas ici. Et un autre poste de dépenses dont à mon avis Aurore se serait bien passée, c'est au niveau dentaire, puisqu'elle a eu plus de 4000 € jusqu'à présent de frais à payer pour avoir fait poser 2 implants et également une couronne dans sa bouche. Enfin la couronne ça va bientôt arriver, mais du coup c'est des frais énormes. Des fois ça peut sortir de son budget du mois, des fois ça va sortir aussi de son livret A. Donc voilà, ça c'est pareil, on va pas forcément le compter en dépenses mensuelles. Après si sur le long terme ça revenait très souvent, on pourrait aussi. Après on choisit comment on organise son budget, l'épargne peut servir à ça aussi justement. C'est pour ça que c'est toujours assez compliqué de calculer combien on dépense, combien on épargne, etc. Puisque l'épargne, des fois, on repioche dedans, donc en soi, on l'intègre dans ses dépenses. En tout cas, je l'ai pas mis dans le budget mensuel, puisque finalement, normalement, elle a pas spécialement 200 € par mois à payer pour ses dents. C'est juste que là, dernièrement, ça a représenté beaucoup de budget. Du coup, au niveau des dépenses moyennes de Aurore, en intégrant le budget vacances dedans, on est à 1380,50 € par mois. Elle se fait un virement d'environ 800 € par mois en début de mois. Ça, vous savez que j'adore le fait de se payer en début de mois. On est moins tenté de dépenser quand on fait son épargne dès le début du mois, parce que finalement ensuite on vit comme si on gagnait ce qu'on s'est laissé. Si par exemple là elle dépense 1380 € par mois, elle vit comme si elle gagnait 1380 € par mois puisque le reste part en épargne. Après bien sûr c'est pas forcément linéaire. Dans la théorie, avec 800 € d'épargne par mois, ça lui ferait 9600 € sur son compte en plus en fin d'année. Mais dans la pratique forcément il y a des dépenses en plus, donc on peut pas forcément considérer que son épargne va augmenter de temps chaque année. Mais c'est pareil, si par exemple on épargne 300 € par mois pour un voyage et qu'à la fin de chaque année on fait un voyage à 3600 € par mois, en théorie on a épargné 0. Donc c'est toujours compliqué à calculer. Ce qui compte finalement c'est l'augmentation du patrimoine avec le temps, etc. Et c'est pareil par exemple quand je considère qu'avec mon conjoint on épargne tant par an, dès qu'on achète un bien immobilier par exemple on paye des frais de notaire. Une fois qu'on les a payés, ces frais, c'est des frais qui sont un peu perdus pour le moment. Donc c'est compliqué de calculer combien on met de côté et de le calculer comme un enrichissement chaque année, etc.
c'est bien de voir où on en est actuellement, combien on a de dettes, combien on possède, combien on a sur nos comptes et qu'est-ce qu'on a comme grosses dépenses qui risquent d'arriver. Au niveau de l'épargne actuelle d'Aurore, elle va avoir 12 000 € sur son livret A, un peu plus de 5 000 € sur une assurance vie et 28 000 € sur un plan épargne logement, sachant qu'elle a reçu un héritage d'environ 30 000 € de son grand-père lors de son décès, et qu'ils ont utilisé une partie de cet héritage justement pour payer les travaux de 7 700 € au moment où ils les ont payés. Donc voilà, il y a une part d'épargne qu'elle a eue grâce à son héritage, il y a une part d'épargne qu'elle a eue grâce à sa manière d'épargner. Ils ont des épargnes séparées avec son conjoint. Son conjoint va avoir au total 24 000 € répartis entre un livret A et une assurance vie. Du coup, comme dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, son conjoint gagne un petit peu plus qu'elle, il va gagner 2 500 € par mois. Ça leur fait à peu près 4 700 € de revenus avec 2 enfants, donc on est dans la classe moyenne, un petit peu au-dessus, je pense, du milieu de la classe moyenne, mais ça va pas dépasser, c'est pas dans le haut de la classe moyenne non plus en termes de répartition de revenus. Je sais que ça peut paraître comme un gros budget pour pas mal de monde, puisque souvent on a tendance à projeter par rapport à son propre budget, et si par exemple on a beaucoup moins, si on est en famille monoparentale, s'il y a un seul des parents qui travaille, etc., souvent on va avoir tendance à projeter son propre budget. Mais c'est pas parce que des gens gagnent plus que forcément ils vont avoir un niveau de vie beaucoup plus élevé, parfois ça dépend de là où on habite aussi. Et dans tous les cas, je trouve que c'est bien des fois de ramener justement quand je vous parle de revenus médians, de classe moyenne, de classe populaire, classe aisée, etc. Parce qu'on peut se dire waouh, c'est un super revenu, finalement c'est un revenu de classe moyenne quand même, et c'est important de le considérer aussi et de pas retirer tout le mérite aux gens par rapport à l'épargne qu'ils font, puisque épargner 800 € par mois quand on gagne 2000 € c'est quand même très très bien. Et voilà, je trouve que c'est pour ça que c'est intéressant de voir les budgets de différentes personnes. J'ai pas énormément de personnes qui ont des revenus de classe aisée qui m'envoient leur budget, peut-être justement parce que ils vont pas forcément oser passer après des budgets où il y a des revenus à 1000 €, 1200 €. Il y a aussi des fois le fait que beaucoup de personnes avec des revenus élevés pensent qu'ils n'ont pas besoin de faire un budget en se disant que c'est vraiment quelque chose pour les petits budgets, alors que concrètement n'importe qui peut se retrouver à dépenser plus que ses moyens, et faire un budget c'est le bon moyen justement de vérifier que tout va bien, qu'on peut épargner, qu'on s'en sort bien, qu'on n'a rien oublié, et ça peut être un moyen d'économiser aussi beaucoup d'argent. Et parfois quand on gagne beaucoup ça peut vouloir dire qu'on a beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress, etc. Et parfois on peut aussi se rendre compte qu'on pourrait dépenser moins et ne pas être obligé de travailler autant. Donc je trouve que c'est toujours bien de faire un budget. On n'est pas obligé, mais en tout cas si on en a envie ça peut aider. Du coup la vision idéale du budget pour Aurore ce serait vraiment de pouvoir mettre 50% dans tout ce qui est dépenses du quotidien, le loyer, etc. Enfin le crédit immobilier. Ce serait de mettre 10% pour les petits plaisirs, voilà les choses dont on profite sans culpabilité, et de réussir à épargner 40% de ce qu'elle gagne. Donc franchement on n'en est pas très loin, puisque au niveau du virement qu'elle fait chaque mois, on est à 36,5% de ses revenus, donc c'est vraiment génial, c'est beaucoup plus que ce que la plupart des gens épargnent. Donc statistiquement on peut dire que c'est vraiment bien, même si voilà comme je vous l'ai dit avant ça compte pas les potentiels des épargnes. Ils essayent au quotidien de vivre simplement tout en profitant de la vie, en réussissant vraiment à allier les plaisirs de la vie et le fait de faire des économies, et je trouve que c'est vraiment plutôt bien réussi à la vue de leur budget. Souvent dans les budgets que je reçois, les gens ne me parlent pas forcément de leur patrimoine immobilier, on va me parler de la mensualité, mais finalement le montant total de son patrimoine immobilier c'est tout aussi intéressant que de connaître le montant qu'on a en épargne. Du coup j'ai demandé à Aurore si elle était d'accord de le partager avec nous, parce que dans tous les cas quand quelqu'un me partage son budget, il n'est pas obligé de détailler sur tout, il peut garder l'anonymat par rapport au prénom, il peut garder l'anonymat par rapport à là où il vit, etc. Le but c'est simplement de parler d'un budget et pas d'une personne, c'est pas de juger la personne qui est derrière, c'est simplement de voir ce que font les autres, et peut-être que ça peut nous donner des idées par rapport à ce que nous on fait, ça peut nous donner des idées de revenus par rapport à telle situation, ça peut nous donner des idées de répartition des dépenses. Donc voilà, c'est le simple but de ces budgets, c'est pas de juger ou de dire machin c'est facile pour telle personne, elle aurait dû faire ça, etc. Et donc au niveau de leur patrimoine immobilier, ils ont acheté une maison individuelle à la campagne qui fait 100 mètres carrés avec un terrain de 2500 mètres carrés, donc on a quand même un bon terrain, et c'est une maison d'une taille tout à fait sympa pour une famille de 4 personnes avec un chat. Ils l'ont acheté il y a 11 ans, donc en 2011 ou 2012 j'imagine, et le prix d'achat était de 205 000 €. À ce moment-là ils avaient un bel apport, puisque le conjoint d'Aurore avait un apport de 90 000 €, ce qui fait qu'avec une même mensualité ils ont pu emprunter sur 15 ans au lieu d'emprunter sur 25 ans, et ils ont une mensualité de 810 € par mois. Et ce qui est chouette, c'est que dans environ 3 ans et demi, ils auront fini de payer ce crédit.
il leur reste encore à peu près 33 000 € à rembourser. Du coup, je trouve qu'on est sur un budget vraiment très bien géré. Merci beaucoup à Aurore de me l'avoir envoyé. Je suis contente d'avoir pu partager autour d'un budget avec des enfants aussi, puisque c'est pas les budgets que je reçois le plus non plus, à part les familles monoparentales, même si c'est toujours intéressant de parler de toutes les situations dans tous les cas. C'est pareil, je reçois pas énormément de budget de personnes retraitées. Si jamais c'est votre cas, n'hésitez pas à me partager votre budget si vous en avez envie, puisque je sais qu'une grande part des personnes qui regardent mes vidéos ont plus de 60 ans aussi, donc ça peut être vraiment très chouette de partager des budgets qui peuvent parler à tout le monde. Le seul truc que j'aurais à conseiller par rapport à leur budget, s'ils en ont envie et s'ils ne le font pas déjà, puisque je n'ai pas forcément la partie du conjoint d'Aurore, donc je ne sais pas exactement comment tout est réparti, c'est d'intégrer un budget imprévu, peut-être de faire une moyenne sur les dernières années de combien il y en a eu en budget imprévu, que ce soit pour les dents, pour les travaux, pour le vétérinaire, pour des frais de réparation de voiture ou je ne sais pas, ce type de budget, et de l'intégrer dans ses dépenses mensuelles et vraiment faire un virement, soit avoir un compte pour ça, soit maintenir cette somme sur son compte courant. Voilà, on peut le réfléchir comme on veut. Après, dans tous les cas, dès lors qu'on a une épargne, c'est pas grave puisqu'on va le prendre de son épargne, mais ça peut parfois être démotivant de devoir piocher dans son épargne, donc ça dépend, on n'est pas obligé de le faire. Moi j'aime bien me garder un budget pour les imprévus, mais après c'est personnel. De toute façon, au niveau de la gestion des budgets, je pense qu'il y en a autant de différentes que ce qu'il y a de personnes sur Terre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle aura pu vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez laisser un petit commentaire si vous avez envie de parler de votre situation, si vous avez envie de remercier Aurore d'avoir partagé son budget avec nous. Vous pouvez mettre un like sur la vidéo, ça soutient aussi mon référencement. On peut se retrouver dès à présent sur Instagram où je partage quotidiennement, donc c'est Mûres et Noisettes également, dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. Et au niveau des épisodes de podcast, je ne sais pas encore à quelle fréquence je vais pouvoir intégrer ça dans mon emploi du temps, puisque c'est vrai que les vidéos YouTube me prennent déjà beaucoup de temps, donc il faut que je vois comment je peux arriver de temps en temps à enregistrer un épisode de podcast, à m'améliorer sur ça aussi, à trouver comment améliorer mon son, etc. Mais ça viendra. En attendant, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Ciao ciao!